Au sommaire de cette édition, 8e édition du Sommet des héros, la grande croisade d'évangélisation organisée à Aboisseau, c'était le dimanche 10 septembre 2017. En Afrique, en Algérie, des tabous freinent le don d'organes. À l'international, les élections allemandes, les migrants sont-ils toujours les bienvenus? Et nous terminons Irak, le Parlement kurde approuve à l'unanimité le référendum d'indépendance. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous présenter ce journal. Débutons avec l'actualité locale. La 8e édition du Sommet des héros, la grande croisade d'évangélisation organisée par le ministère d'évangélisation et des délivrances d'Aboisseau s'est tenue le dimanche 10 septembre 2017. Le prophète Yaya Jonas de la Centrafrique était l'invité spécial de ce programme. Dieu va renouveler les années que les sauterelles t'ont dévorées. C'est ce passage tiré de Joël chapitre 1 qui a servi de thème à la grande croisade d'évangélisation et de manifestation de la puissance de Dieu, organisée le dimanche 10 septembre 2017 au ministère d'évangélisation et de délivrance à Aboisseau. Avec à leur tête le révérend prophète Promesse Béni, les chrétiens ont fait de ce programme un moment unique d'adoration et de louange. Dénommée le Sommet des héros, cette croisade d'évangélisation est une plateforme d'enseignement et de délivrance. L'invité spécial, l'influent homme de Dieu venu de la Centrafrique, le prophète Yaya Jonas, a prêché sur la reconnaissance à Dieu. L'homme de Dieu a invité le peuple à rendre grâce à Dieu tous les jours. La croisade d'évangélisation Sommet des héros 2017 a été un plein succès, selon le prophète Promesse Béni. Je voudrais d'abord saluer mon apôtre fondateur, l'apôtre Bassa. Dire merci à Dieu et dire merci à tout le corps de Christ qui nous a soutenus pendant ce programme de Sommet des héros. Leur dire merci parce que Dieu a déployé sa main puissante pour guérir les malades, pour restaurer le corps, pour restaurer des vies. Nous avons vu des témoignages forts et puissants. Nous avons vu des grandes choses se produire pendant une semaine. Avec le canal que Dieu a utilisé, le prophète Yaya Jonas de la Centrafrique, vraiment Dieu a fait des grandes choses. À l'occasion de l'anniversaire de pasteur Sylviane Monté de l'église évangélique La Bénédiction et PDG de Béni TV, toute l'équipe de Béni TV dans tout son ensemble lui souhaite un joyeux anniversaire et pour ce faire, l'équipe de Béni TV Gabon a effectué une interview au peuple de Dieu. Je suis madame Moessou Marthe, j'ai 85 ans. J'apprécie les émissions de ma fille Sylviane. Ces enseignements m'ont beaucoup enrichi. Je connais bien le pasteur Sylviane et je l'apprécie beaucoup. C'était même l'une des personnes qui nous a captivés avec toute ma famille. J'apprécie les enseignements, les messages du pasteur Sylviane. Elles nous font du bien et puis elle a des bonnes prédications qui nous édifient tous les matins. C'est une grande dame que Dieu utilise puissamment et ces messages nous apporte beaucoup. Déjà, je veux bénir l'Éternel pour son anniversaire. Et l'anniversaire, c'est une grâce, c'est une occasion, une opportunité supplémentaire, elle, en tant que servante de Dieu, de pouvoir réaliser davantage de choses, d'œuvres pour l'Éternel. Et donc, déjà, je veux lui apporter tout le soutien et lui dire que de partout, depuis le Gabon ici d'ailleurs, nous, on la regarde. Et donc nous voulons la soutenir et lui dire d'aller de l'avant. Maman Sylviane, je souhaite vraiment que l'Éternel soutienne davantage son ministère et qu'elle aille de l'avant parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle a un grand ministère. Je souhaite joyeux anniversaire à Maman Sylviane et que le Seigneur lui comble de toutes sortes de bénédictions. Je dis joyeux anniversaire à elle et que l'Éternel puisse la bénir avec son époux, le pasteur Sam. Et que vraiment le ministère aille de l'avant. Et nous bénissons encore l'Éternel. Joyeux anniversaire, madame, maman Sylviane. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, maman Sylviane. Que Dieu t'accorde beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce et de joie, de paix. Je suis ma maman comme Charlotte, 88 ans. Je souhaite bon anniversaire à la dame Sylviane. De tout ce qu'elle fait, ça m'encourage et ça m'a donné beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et je la souhaite vraiment, avec tout mon cœur, bon anniversaire. Je vous souhaite bon anniversaire et bonne continuité. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
L'Organisation des ambassadeurs pour l'évangile du Christ a organisé une grande caravane d'évangélisation qui a sillonné plusieurs communes d'Abidjan du 7 au 9 septembre. Cette caravane conduite par la servante de Dieu, Brigitte Atoubou, a consisté en la distribution de textes bibliques et de rhapsodies. La grande commission est de gagner des âmes éternelles pour le royaume des cieux. Et cette donne bien appliquée par la servante de Dieu Brigitte Atoubou qui a mis sur pied une caravane d'évangélisation pour gagner des âmes à Christ. Et pendant 3 jours, l'association dénommée Orabesh, un groupe de jeunes bien zélés pour le Seigneur, a annoncé la bonne nouvelle aux habitants. Cette évangélisation a débuté ce jeudi 7 septembre 2017 dans la commune d'Adjamé, dans le district d'Abidjan. Débutée à Adjamé, la caravane s'est achevée dans la commune de Cocody-Palmeraie, avec des messages, des distributions de rhapsodies, des bibles et des traités. Ils rejettent la parole, disent ces personnes n'ont rien à faire. Ces personnes, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils continuent. Mais bien aimé, ces personnes que tu vois, ils ont beaucoup de choses à faire. Beaucoup, mais plus que toi. Mais c'est parce que j'ai Bible. Ça a changé mon histoire. Dans le Nouveau Testament, le passage de Luc chapitre 16, le verset 19. Jusqu'au verset 30. Force est de reconnaître que l'objectif de la servante de Dieu Brigitte Atoubou est de faire connaître la rhapsodie des réalités, un dévotionnel quotidien initié par le pasteur Chris Oyakilome pour le bien du corps du Christ. Vraiment, nous distribuons des Bibles, nous distribuons des rhapsodies. Elle a profité de cette belle occasion pour donner les perspectives de la caravane d'évangélisation et a lancé un appel aux bonnes volontés pour soutenir cette vision. Maintenant, l'objectif, c'est de créer un orphelinat pour Christ. Un endroit où les enfants de la rue vont venir s'abriter et vont comprendre l'évangile, vont entendre l'évangile. Alors pour cela, nous faisons cet appel pour toutes les personnes qui ont soif de soutenir cette œuvre, de venir s'ajouter à nous pour que l'évangile puisse s'atteindre. Parce que après la mort, il y a un jugement. Et après le jugement, il y a l'enfer, il y a le paradis. Il faudrait que les gens se demandent, après la mort, où est-ce qu'ils vont partir? Est-ce bien à l'enfer? Est-ce bien au paradis? Nous sommes là pour leur ouvrir les yeux par l'évangile. Nous sommes là pour leur proclamer la parole. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Sauver les âmes en leur apportant la parole de Dieu afin de les faire passer des ténèbres à la lumière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Pour être esclaves de Jésus. En Afrique, plus précisément à Lagos, l'une des plus grandes villes d'Afrique, voit émerger une nouvelle tendance artistique qui est le graffiti. Les murs gris et sales de la ville offrent un immense terrain de jeu aux artistes. Il est 8 h du matin à Lagos et Oza peint sous une pluie fine. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette fresque mélangeant graffiti et aplat de couleurs vives. Oza est l'un des pionniers du graffiti au Nigeria. Il espère inspirer d'autres artistes pour colorer la ville. Nous sommes les pionniers et le mouvement arrive. D'autres artistes de graffiti émergent et ils vont créer une véritable scène. Nous allons simplement persévérer et faire de notre mieux pour que les graffitis de Lagos ou du Nigeria soient reconnus. Dans l'immensité grise de Lagos, les espaces pour peindre ne manquent pas, mais les autorités sont très répressives. Pour faire vivre leur art, les graffeurs sont contraints de bien choisir les murs auxquels ils s'attaquent. Il y a des lieux publics où il faut faire attention à la façon dont on y va. Et il y a aussi les parcs qui sont intéressants pour peindre parce que les gens viennent jouer au basket et au foot. Je pense que l'art est très intéressant dans des endroits comme ceux-là. Signe que les mentalités changent, le graffiti réussit à sortir de la clandestinité. Dans cette école d'un quartier populaire, des artistes sont venus peindre pour ouvrir les enfants à leur art. Dans les écoles ici, les murs sont tout simplement blancs, sans rien. Nous pensons que ce n'est pas suffisant pour les enfants et nous constatons que l'art est un moyen d'expression incroyable. Les enfants sont ainsi attirés pour venir à l'école. Nous peignons des messages éducatifs. Ce sont des choses qu'ils peuvent lire et cela résonne en eux et ils le comprennent. La scène graffiti n'en est qu'à ses débuts à Lagos en comparaison à d'autres métropoles du monde. Pour encourager la dynamique de ces jeunes artistes,
La ville a invité plusieurs d'entre eux à peindre des espaces publics. En Algérie, à présent, comme chez ses voisins du Maghreb, des patients souffrent ou meurent faute de donneurs d'organes. En cause, les lois restrictives freinent les prélèvements sur les défunts en plus des réticences culturelles ou religieuses. En lui offrant un rein, le fils de Aïcha lui a permis d'en finir avec des années de dialyse. En Algérie, plus de 22 000 personnes souffrent d'insuffisance rénale. Un tiers d'entre eux espèrent une transplantation. Ça a changé beaucoup de choses. Avant, c'était très difficile avec la machine de dialyse. Comme j'ai des enfants, j'ai beaucoup à faire à la maison. Et quand je rentrais, j'étais tout le temps fatiguée, malade. J'étais un jour sur deux à l'hôpital, c'était trop. Mais maintenant, grâce à Dieu, je peux m'occuper de ma maison et de mes enfants. Mais ici, comme au Maroc et en Tunisie, de nombreux autres patients souffrent ou meurent faute de donneurs. En cause, des lois freinant les prélèvements sur les défunts sans l'accord de la famille. En Algérie, jusqu'à maintenant, on n'a pas une loi qui est claire par rapport au consentement des donneurs décédés. Donc là, on est toujours avec les parents des décédés. On attend la nouvelle loi qui va sortir. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de facettes d'explication. Certaines greffes sont aussi possibles du vivant du donneur. Mais la loi algérienne prévoit qu'une personne ne peut donner qu'à ses parents, ses enfants, son frère, sa sœur ou son conjoint. À ces lois restrictives s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses et la crainte d'enfreindre un éventuel interdit lié à l'islam. Des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, selon ce théologien musulman. Nous partons du principe que Dieu, en tant qu'intelligence suprême et détenteur du pouvoir suprême, va pouvoir reconstituer ses corps, remettre tout à sa place, et puis tout simplement, autant le prélèvement sur cadavre que le don d'organes qui se fait actuellement sont licites. Pour encourager les dons d'organes, l'Algérie étudie à présent une modification de la loi, avec pour objectif donner l'occasion à chacun d'indiquer par écrit s'il refuse ou autorise que ses organes soient prélevés en cas de décès, permettant ainsi de passer outre un refus de la famille. Le Bangladesh s'organise pour faire face à l'afflux de réfugiés Rohingyas. Les populations bangladaises apportent de l'aide humanitaire aux réfugiés, mais la situation se dégrade et risque de devenir incontrôlable. Dans ce camion qui peine à se frayer un chemin parmi la foule de Rohingyas, de l'aide humanitaire. Ici, la situation s'est dégradée et elle risque de devenir incontrôlable face à l'ampleur de la crise. Alors la solidarité s'organise autour de ces réfugiés. Ces colis distribués par des bénévoles ne proviennent pas des quatre coins du monde. Touchés par le calvaire que vivent ces Rohingyas, ce sont des Bangladais qui ont décidé de leur porter secours. À l'intérieur, des vêtements mais surtout de la nourriture, ces réfugiés dont la plupart sont des enfants en ont terriblement besoin. Ils sont arrivés ici au Bangladesh. Nous devons apporter notre aide à ces victimes impuissantes. À mon avis, il est nécessaire d'aider toutes les personnes sans défense. Mais en tant que musulman, j'ai plus de responsabilités pour aider ces personnes. Malgré cet élan de solidarité, l'aide est insuffisante. En quelques semaines, le sud du Bangladesh a accueilli près de 400 000 Rohingyas qui ont fui la Birmanie voisine. Mon mari est aveugle, il est sorti tôt ce matin pour mendier de la nourriture et s'il obtient quelque chose, on pourra manger. Les gens nous ont fait un don aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai reçu de l'aide depuis que je suis venue ici il y a 2 semaines. Ce que fuient ces civils dont personne ne veut, c'est sans doute ce que l'ONU qualifie d'épuration ethnique menée par l'armée birmane. Côté birman, très peu de voix s'élèvent en faveur des Rohingyas, considérés comme des étrangers. Alors que le ministre de l'Éducation veut revitaliser les internats en France, gros plan sur celui de Meudon, géré par la Fondation Apprentice d'Auteuil, qui fait face à un afflux de demandes de familles pour qui les pensions est un moyen de lutter contre l'échec scolaire. Dernière minute du cours de vie humaine et spirituelle pour cette classe du collège privé Saint-Philippe à Meudon, en région parisienne. Non, non Mohamed, non Mohamed. On s'assoit, vous pouvez y aller. Et je vous remercie. Merci. Parmi ces élèves de 5e, 2 tiers ne rentreront pas chez eux le soir, car ils sont internes. La nuit, ils la passent dans un foyer situé au sommet de ce parc de 13 hectares, géré par la Fondation Apprenti d'Auteuil. Bon, on vous demande de vous ranger. Bragaille, t'as passé une bonne journée. Continue là, s'il te plaît.
Après un goûter servi dans leur foyer, ces enfants âgés de 10 à 13 ans vont passer 1h30 en études encadrées. Marcheur, le son R, tu le fais comment? E-U-R-E. Ah non, sans E, s'il te plaît. E-U-R. Ah oui, c'est vrai. Études, repas, état des chambres, la vingtaine d'internes, dont 3/4 de nouveaux dans cette tranche d'âge, sont surveillés de très près par leurs 2 éducatrices. Maintenant, on doit se remettre au travail. Donc déjà, aller à l'école à l'heure, rester en classe, ne pas sortir de classe, apprendre à écouter les professeurs, à pas répondre. Retrouver un cadre et le sens de l'autorité, c'est souvent la principale demande des familles, dont beaucoup atterrissent ici, à la plateforme téléphonique d'accueil d'Apprentis d'Auteuil. Écoute Info Famille, bonsoir. 3000 appels par an, dont la moitié concernent des demandes d'internat, avec une hausse de près de 40% en 4 ans. Nous avons de plus en plus d'enfants jeunes pour lesquels les parents nous demandent un internat. Il y a une grosse difficulté au niveau de cette gestion de l'autorité. Souvent, les enfants prennent un peu le pouvoir à la maison et les parents sont bien démunis. C'est le cas de ce père venu récupérer son fils blessé à l'internat. À la maison, on a beau lui donner des règles, il ne les écoute pas. Donc comme on ne peut pas passer son temps à punir, au bout d'un moment, on laisse les punitions de côté, quoi. Les enfants ont aussi dû apprendre à se débarrasser de leurs multiples écrans, ne conservant plus qu'1 heure d'accès à leur portable. Quant à la télévision, elle est au compte-gouttes. C'est beaucoup plus strict et on est beaucoup moins libre. Moi, j'aime pas trop les règles, c'est ça le problème. On est trop surveillé. Par exemple, là, il y a quelqu'un, par exemple, il marche là, c'est obligé, il y aura un éducateur à la fenêtre. 21h30, la nuit est tombée sur l'internat. Il faut rendre les téléphones portables et aller se coucher. Demain, il faudra se lever à 7h et pas question d'être en retard. Toujours à l'international, nous faisons tour aux Pays-Bas. 250 hommes et femmes s'affrontent au cours d'une 60aine de compétitions de Vierlengjepen chaque été, un sport typiquement néerlandais. Regardez. Ce jeune homme de 22 ans s'entraîne pour la demi-finale de Vierljepen, un sport emblématique de la province de la Frise, au nord des Pays-Bas. C'est un mélange entre le saut à la perche et le saut en longueur, une discipline qui demande de l'endurance, de la force, mais aussi beaucoup d'audace. Quand tu es au sommet de la perche, tu te trouves à 10 mètres au-dessus du sol. Si tu as le vertige, tu peux oublier ce sport, ça, c'est sûr. Les participants s'élancent chacun à leur tour sur une perche de 13 mètres. L'objectif, atteindre le banc de sable aménagé de l'autre côté du canal, 15 mètres plus loin. Mais la plupart échouent et tombent dans l'eau. À l'origine, les agriculteurs traversaient les canaux à l'aide d'une perche en bois, une pratique ancienne qui s'est transformée en compétition sportive en 1957, ici même dans la Frise. C'est vraiment un sport de notre région. Mais il y a également de très bons sauteurs dans le reste du pays. Parfois ils sont plus forts, parfois nous sommes plus forts. Mais en ce moment, ils sautent plus loin que nous. Les choses doivent changer pour faire en sorte que les Frisons soient de nouveau les meilleurs. Aujourd'hui, le vainqueur a atteint 20,72 m. Pour Sist, le favori local, la compétition ne s'est pas très bien passée. Il enchaîne les chutes et termine 3e. C'est sûr, j'arrive à atteindre 20 mètres maintenant et je voudrais vraiment atteindre les 21 mètres. C'est mon objectif pour l'année prochaine. Ça l'était aussi pour cette année, mais je vais devoir encore m'entraîner durant l'hiver. On verra. Encore quelques mois d'entraînement, quelques mètres de plus à atteindre et les perchistes de la Frise pourraient battre le record national, 22,21 m, détenu par un perchiste du centre du pays. Parlons élections en Allemagne. Plusieurs questions sont au cœur de la campagne des législatives fédérales du 24 septembre concernant l'intégration des réfugiés sur le marché du travail et la politique d'accueil d'Angela Merkel. Le reporter Hans van der Brelli est parti à la rencontre des migrants et d'habitants partagés entre solidarité et rejet. C'est une terre de tradition confrontée à la nouveauté. Comme pour d'autres régions d'Allemagne, l'arrivée de nombreux migrants depuis 2 ans représente un défi pour la Bavière, en particulier pour ses secteurs ruraux.
Comment intégrer les nouveaux arrivants sur le marché du travail? Faut-il les autoriser à rester ou les expulser? Ces questions agitent la campagne des législatives du 24 septembre. Tiaré vient du Sénégal, considéré comme un pays sûr. Ses ressortissants n'ont donc aucune garantie d'obtenir l'asile politique en Allemagne. Il y a des gens dont la mère et le père à la maison ont faim. On devrait être d'accord quand ils partent en Europe pour ensuite leur envoyer de l'argent. Au Sénégal, la situation est OK. Il n'y a pas de guerre. Mais quand on se lève le matin, on n'a rien à manger. Ça, c'est une sorte de guerre quotidienne. Les conservateurs et les sociaux-démocrates réclament que l'on rapatrie les ressortissants africains dans leur pays d'origine. Les Verts et la gauche s'y opposent. Le patron de Tiaré pense du bien de son apprenti. Il aimerait le garder dans ses effectifs. Il parle bien allemand, mais quand il doit écrire en allemand, il a vraiment des problèmes. Pour communiquer avec les collègues sur le chantier, ça va. Mais s'il rate son test écrit, il n'aura pas son certificat d'apprentissage et il sera menacé d'expulsion. Pourquoi quelqu'un comme lui devrait-il quitter l'Allemagne? Le pays d'origine ne devrait pas avoir d'importance. L'industrie et l'artisanat ont besoin de gens qualifiés. À Pfenningbach, un village proche de l'Autriche, la problématique est autre. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile doit y ouvrir ses portes. Cette habitante place sur cette photo du village des épingles rouges pour représenter ses 300 habitants et des jaunes pour les 102 futurs résidents du centre. Comme plusieurs de ses voisins, elle estime que c'est trop. Le conseil des habitants a voté à l'unanimité contre ce projet. Mais le conseil municipal a tout simplement ignoré le résultat de cette consultation. Dans notre rue, il y a 12 maisons avec 25 habitants. Et aujourd'hui, on nous demande d'intégrer 102 demandeurs d'asile. Ça ne marchera pas. On ne peut pas concentrer 102 personnes dans un village aussi petit. Et puis ces 102 personnes seront principalement des hommes et ils auront différents pays d'origine. Inévitablement, cela va créer des conflits. Que ce soit 102 Syriens, 102 Afghans ou 102 Bavarois, ça sera toujours la même chose. Quand les gens vivent aussi proches les uns des autres, cela mène à des agressions. Tout d'abord à l'intérieur du groupe, puis à l'extérieur. Être accepté, c'est l'objectif de Riasran. À Parsdorf, près de Munich, ce jeune homme originaire du Pakistan travaille dans une jardinerie qui a reçu du gouvernement fédéral un prix de l'intégration pour avoir recruté des migrants depuis plusieurs années. Malgré tout, la situation est délicate pour Rias. Il risque l'expulsion. Je suis en apprentissage, mais j'ai reçu un avis d'expulsion. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester ou non. Rias est soutenu par ses collègues et la dirigeante de la jardinerie. La difficulté concrète, c'est qu'il existe un statut qui protège de l'expulsion pendant les 3 ans de formation professionnelle et les 2 années suivantes. Mais cela dépend du pays d'origine. Si leur pays est considéré comme sûr, les apprentis ne sont pas en règle aux yeux des autorités et ils ont besoin d'une autorisation spéciale. Recueillons le point de vue du président de la Chambre de commerce de Munich. Selon lui, environ un tiers des réfugiés ont obtenu une formation ou un emploi l'an dernier. Il souligne que leur intégration peut prendre plusieurs années, évoquant des difficultés liées à la langue, au logement et aux démarches administratives. Et voici ce qu'il demande au prochain gouvernement. Instaurer une date butoir. Tous les réfugiés qui sont arrivés avant le printemps 2016 devraient avoir droit à une procédure plus facile. Il faudrait en finir avec toute cette paperasserie. Si la plupart des partis et de très nombreux électeurs sont d'accord pour protéger ceux qui sont persécutés dans leur pays, de plus en plus d'Allemands ne veulent pas accueillir les migrants économiques. Avant de prononcer leur discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, les présidents français et américains se sont rencontrés à New York ce lundi. Emmanuel Macron et Donald Trump ont affiché une certaine complicité, mais ils n'avaient pas la même chose en tête.
Avant de prononcer leur discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, les présidents français et américains se sont rencontrés à New York. Emmanuel Macron et Donald Trump n'avaient pas la même chose en tête. Nous avons beaucoup de vues communes sur les sujets de sécurité, de lutte contre la prolifération nucléaire et évidemment de gestion des grands conflits mondiaux. Je crois que nous avons sur tous ces sujets beaucoup à faire ensemble. J'étais votre invité le 14 juillet et c'était l'une des parades militaires les plus formidables que je n'ai jamais vues. C'était 2 heures à fond, c'était une démonstration de puissance militaire. Nous devrions faire quelque chose comme ça le 4 juillet à Washington sur Pennsylvania Avenue si j'ai votre approbation. Emmanuel Macron avait convié Donald Trump et son épouse à Paris les 13 et 14 juillet, malgré quelques différends, notamment concernant l'accord de Paris sur le climat. En mai dernier, le président américain a annoncé le retrait de son pays de cet accord, mais le locataire de l'Élysée ne désespère pas de le faire changer d'avis. Nous refermons ce journal en Irak. Le Parlement du Kurdistan irakien a approuvé vendredi soir, sans surprise, la tenue le 25 septembre du référendum sur l'indépendance de cette région autonome d'Irak, en l'absence de l'opposition qui avait appelé au boycott. Sur les bancs clairsemés du Parlement kurde irakien, les députés présents entonnent l'hymne kurde. Ils viennent de voter pour l'organisation le 25 septembre d'un référendum d'indépendance. L'opposition a refusé de siéger. Un grand meeting était aussi organisé pour fêter cette décision. Sous pression, le président du Kurdistan irakien repousse donc pour l'instant la demande faite par les États-Unis d'abandonner l'idée d'une consultation. Nous n'avons pas eu entre les mains une alternative sérieuse au référendum. Nous avons battu le groupe État islamique et pour ça, on aurait pu penser que le gouvernement irakien nous aurait remerciés en nous donnant un État. Au contraire, ils se sont montés contre nous. Le gouvernement irakien condamne ce projet de référendum. Mardi, le Parlement fédéral a voté contre la tenue de la consultation pour protéger l'unité de l'Irak. À l'étranger, les réactions sont partagées. Ces Kurdes de Syrie sont enthousiastes. On est venu pour soutenir nos amis irakiens, on soutient le référendum. C'est ce que l'on veut tous, l'indépendance. L'indépendance, c'est justement ce qui inquiète ces pays qui comptent des minorités kurdes. L'Iran ou la Turquie en particulier. Monsieur Barzani sait très bien ce que nous pensons du référendum. Selon moi, c'est une très mauvaise idée, car il connaît notre susceptibilité concernant l'intégrité territoriale de l'Irak. Le pays qui sort de 3 années de combat contre le groupe État islamique doit de nouveau faire face à ces problématiques ethniques, avec des risques de violence et de tensions sur le terrain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes.